C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, c'est parti pour la campagne Protège, alerte et responsabilise éduque. C'est un projet de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour sensibiliser les citoyens béninois à l'importance de la sécurité numérique. Après un an d'exercice du PAG2, l'heure est au bilan. Comme ses autres collègues, le ministre de la Défense était sur l'émission Le gouvernement en action. Il a évoqué les réformes entreprises pour assurer la sécurité des populations. Et puis, de belles perspectives s'offrent désormais à l'autonomie énergétique au Bénin. Le ministre donnant Jean-Claude Oussou a procédé à la signature d'un projet avec la société Genesis Energy Holdings. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. En mai 2022, le gouvernement béninois décide en Conseil des ministres de la réalisation d'une centrale thermique de 41 MW à cycle combiné par un producteur indépendant d'énergie électrique. Eh bien, c'est désormais chose faite. Le ministre de l'Énergie a procédé hier seulement à la signature d'un projet avec la société Genesis Energy Holdings. Les détails avec Génial Afoudamoussi Agboka et Bernard Diobé. Plus qu'un simple échange de parapheurs, ce geste scelle un important partenariat public-privé entre Genesis Energy Holdings et le gouvernement béninois. C'est un projet de construction d'une centrale thermique de 41 MW à cycle combiné dont nous utiliserons une turbine à gaz et une turbine à vapeur. Cycle combiné, c'est le commun turbine à gaz et turbine à vapeur. La signature de ces documents est le fruit d'un long parcours parsemé d'embûches. The process has been very extensive. Cette étape de signature est une étape majeure dans le processus. Le processus a été certes long, mais nous, à Genesis, nous disons que le résultat n'est pas important, mais le processus compte également. Genesis Energy a été poussé dans ces retranchements. Nous envisageons réellement fournir à travers ce projet une solution optimale pour les populations du Bénin et pour le secteur de l'électricité au Bénin. Qui l'eût cru? Il y a eu des moments effectivement où les uns et les autres se sont demandé si on abandonnait. Est-ce qu'on ne peut pas regarder autre chose? Est-ce qu'il faut absolument tenir à faire celui-là plutôt qu'autre? Mais finalement, je crois que les uns et les autres, avec courage, abnégation et détermination, se sont investis pour qu'aujourd'hui, nous obtenions ce résultat. Ce projet est un projet important pour le Bénin, non seulement parce que devant contribuer à l'autonomie énergétique et électrique du Bénin, mais comme je disais tout à l'heure, c'est une première en matière donc de partenariat public-privé pour notre pays. Le délai d'exécution du projet est de 24 mois. Et toujours dans le secteur énergétique, les États membres du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain tiennent leur 38e réunion de coordination avec les partenaires techniques et financiers. C'est une rencontre dont les conclusions pourraient apporter un financement rapide aux différents projets phares du secteur énergétique dans la sous-région. Christelle Tungodo et Brice Sibozo. Le système d'échange d'énergie électrique EOAWAP pour relever les défis énergétiques en Afrique de l'Ouest. Cette 38e réunion des PTF du WAP est une opportunité pour la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre des projets énergétiques au bénéfice de la sous-région. L'objectif fixé par cette réunion de coordination des PTF est de poursuivre la concertation sur l'état d'avancement des projets de l'EOAWAP, de convenir des actions à entreprendre en vue d'accélérer leur mise en œuvre et de présenter les nouveaux projets pour l'appui des partenaires techniques et financiers. Grâce à cette institution, des partenariats fructueux se sont développés, je dirais, de manière méthodique et originale et ont permis de réaliser des progrès donc substantiels dans la mise en œuvre des infrastructures de production, de transport d'énergie électrique dans un cadre réglementaire et communautaire approprié.
Des projets pas des moindres sont en chantier ou achevés. Certains concernent le Bénin. Des projets d'interconnexion 330 kV dorsale sud Ghana, Togo, Bénin, dont les travaux de construction sont achevés. L'interconnexion 330 kV dorsale nord, Nigeria, Bénin, Niger, Burkina. Le renforcement de l'interconnexion 330 kV dorsale médiane, Bénin, Nigeria, dont le financement est en cours d'instruction. Nous avons présenté, donc, selon notre plan directeur, et le temps qui vient entre 2023 et encore jusqu'à 2028, nous avons présenté les projets d'environ 3,6 milliards de dollars. La réalisation de ces projets innovants va permettre aux États membres de l'UEMOA de sortir de la précarité énergétique. Quelles sont les réformes entreprises par le gouvernement pour assurer la sécurité des populations? Le ministre de la Défense s'est prêté à l'exercice de réponse. Pendant 52 minutes, Alain Fortuné-Nouati a fait le bilan des actions à mettre à l'actif du ministère de la Défense face aux menaces du terrorisme et de la piraterie maritime. Le point des échanges avec Jennifer Sativi. Que les populations vaquent tranquillement à leurs activités économiques, qu'elles dorment tranquilles. Les forces de défense et de sécurité veillent. Instaurer un climat apaisé, exempt de toute forme d'insécurité. C'est l'une des préoccupations majeures du président Patrice Talon. À travers le PAG2, le chef de l'État met un point d'honneur à assurer la protection de l'intégrité territoriale. En un an, d'importantes actions ont permis de lutter efficacement contre le terrorisme. Le pacte de la Pandjari et le pacte W ont été occupés par l'armée pour prévenir l'avancée de cette menace sur le territoire national. La situation est sous contrôle, car le chef de l'État donnait les moyens pour protéger le soldat de façon individuelle et ou collective. Les forces de sécurité et de défense ont désormais la possibilité de mener en toute quiétude leur mission, même en cas d'invalidité. Les invalides, eux, ils bénéficient d'une retraite, mais une retraite à terme. C'est-à-dire qu'on considère que leur carrière est arrivée à terme, donc ce n'est pas une retraite proportionnelle. Même si l'incident est arrivé à... Même si l'incident est arrivé à 1 an de service. La première mesure, c'est d'abord de l'amener jusqu'au sommet de sa catégorie. En ce qui concerne les désertions enregistrées dans le rang des troupes béninoises, le ministre apporte des éclaircissements. 82% environ de cette désertion se retrouvent dans les rangs des militaires du rang. Ce sont les recommandés. Ces recommandés n'ont pas vocation de servir dans l'armée. Sur le plan institutionnel, des réformes favorisent la mutualisation des expertises ainsi que la création d'une 4e force qui ambitionne de soutenir efficacement les forces armées. La garde nationale a pour mission d'intervenir rapidement quand il y a danger à l'intérieur du territoire national. Mais elle a également pour mission aussi de soutenir l'armée de terre dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Elle a également pour mission d'intervenir en mer et dans les airs. Au terme des 12 mois du second quinquennat de Patrice Talon, les perspectives se révèlent salutaires pour la sécurité et la défense nationale. Et puis, on se souvient encore de ces audiences qui feront date au palais de la Marina. C'était d'abord l'ancien président Boni Yayi, puis après, le président Patrice Talon a reçu Nicéphore Dieudonné Soglo. Dans la foulée, les anciens présidents d'institutions étaient au cabinet du chef de l'État. Est-ce là une façon de faire table rase du passé? Ghislain Poguet et Bruno Rotekpo ont recueilli les avis de quelques citoyens. C'est une initiative très heureuse. Cette idée est très bienvenue, que les chefs de l'État, régulièrement ou périodiquement, retrouvent ses anciens, ses prédécesseurs, pour échanger des difficultés de la nation. Si vous avez vu depuis 6 ans, qui sont ceux qui sont à la base des grands problèmes politiques dans le pays. Et donc moi, je suis très heureux. Il ne se dit pas, je suis le chef de l'État, je suis tout, c'est moi qui dois, c'est ma pensée qui doit se passer avec tout. Il veut écouter tout le monde. À partir de maintenant, si cette concertation a lieu, les sorties un peu difficiles de son papa, le président Sogo,
vont s'éteindre. C'est parce qu'il a envie de parler qu'il ne se retrouve pas en face, qu'il est obligé de faire ses sorties, peut-être pas très agréables. Et donc, moi, je pense que c'est une excellente chose. Il est père de la nation. Le père de la nation, c'est comme ça qu'il se comporte. Au niveau de la sous-région, vous avez vu qu'il y a des pays au sein desquels les anciens présidents se voient et discutent. Quand ils finissent les élections, tout le monde se met au travail pour la République. Et il faut qu'on y arrive un jour. On ne peut pas être adversaire éternellement. Et si c'est pour ce même pays que nous nous battons, nous sommes obligés de nous parler. Je pense que dans un pays, dans une république, ça devait être la norme, que les anciennes personnalités qui ont occupé de hautes fonctions se voient, se parlent des problèmes de ce pays, abordent les questions graves du pays, fassent des propositions. Je pense que c'est quelque chose qui devait être instauré depuis des années. Si aujourd'hui le président Patrice Talon pense qu'il faut le faire et mène les concertations qu'il faut dans ce cadre-là, on ne peut qu'apprécier cela. Chaque fois que le peuple béninois sent que ses dirigeants se parlent, on sent un apaisement. Il faut un cadre structuré, un cadre encadré, qu'on sache les questions qu'on aborde au sein de ce cadre de concertation, qu'on sache que face à des questions graves, qu'il y a des personnes qui se retrouvent, qui parlent, qui cherchent des solutions, qui apaisent. C'est au bout de l'ancienne corde, on tisse la nouvelle, on dit chez nous. Donc celui qui est là aujourd'hui a besoin des expériences de ces anciens présidents de la République. J'ai apprécié la chose comme bienvenue. S'il y avait ça, on n'aurait pas connu la dernière crise au lendemain ou la veille des élections législatives passées. On n'en serait pas venu à ce que des civils tirent sur des gens qui sont habillés pour assurer notre sécurité. Engageons-nous à tout faire pour prévenir et faire taire les discours de haine en prônant le respect de la diversité et de l'inclusion. C'est une exhortation du secrétaire général des Nations Unies ce 18 juin 2022. Ceci à l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre les discours de haine célébrée pour la première fois cette année. Alessandra Dioton nous en parle. La sympathie, l'amitié, la concorde et la fraternité en sont tout le contraire. La haine est un état psychologique qui se caractérise par une aversion intense envers quelqu'un ou quelque chose. Le discours de haine, c'est déjà un discours dans lequel il y a des propos qui mettent mal à l'aise, des propos qui sont de nature à frustrer, des propos qui sont de nature à créer une certaine violence psychologique interne en l'individu. Les propos haineux déshumanisent les personnes qui en sont auteurs, mais leurs conséquences sur l'entourage peuvent être tout aussi dévastatrices. Vous savez, l'humanité a toujours eu besoin de ce qu'on appelle la paix. Et la paix, ça se construit. La paix se construit et pour construire la paix, il faut travailler sur tout ce qui peut conduire à la guerre, au conflit, à éviter des discours qui amènent l'individu à avoir des ressentiments de défense, des ressentiments de violence. Hommes de l'humanité, nous avons ce devoir-là de la cultiver. La paix au-delà des tests, c'est une question morale. En juillet 2021, les Nations Unies ont énoncé une résolution condamnant les discours de haine sous quelque forme que ce soit ou sur n'importe quelle plateforme. Allons à présent à la découverte du designer graphique. C'est un des nouveaux métiers du numérique. Le numérique est ce secteur qui évolue très vite et qui s'adapte à la technologie. Alors, que fait un designer graphique et comment le devient-on? Rebecca Akinjaoundé a posé ces questions à un expert. Un designer graphique, c'est quelqu'un qui le rôle est de communiquer, surtout avec des visuels. Donc, il est beaucoup plus dans la conception, dans la réalisation, dans l'impression aussi, pourquoi pas, des visuels, et dans le but de permettre à l'entreprise qui le contacte de réussir sa communication visuelle. Donc quand on parle de communication visuelle, on parle de tout ce qu'on peut voir avec les yeux. Et il y a cet adage qui dit qu'une image vaut 1000 mots. Donc le designer graphique, voilà, est censé communiquer avec des images qui parlent au fait.
Alors, les outils que nous utilisons, il y a des logiciels, mais pas seulement que des logiciels. Il faut dire aussi qu'il y a la pensée que nous utilisons, qui n'est pas forcément un outil, mais qui est en fait quelque chose qui nous aide. Nous réfléchissons beaucoup, nous sommes différents des artistes, nous réfléchissons à ce qui va être compréhensible pour l'humain, d'accord, et non ce qui va être subtil en fait. Donc, déjà, on parle de la pensée, de la créativité. On utilise des logiciels comme aujourd'hui Photoshop, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign. Il y a aussi d'autres logiciels aujourd'hui comme Canva qui est très facile d'utilisation. Il y a énormément de logiciels aujourd'hui qui peuvent permettre à quelqu'un qui désire faire carrière dans le domaine du récit. Le graphisme, c'est réellement un secteur d'avenir. C'est un secteur où il y a énormément de compétences. On peut décider au fait de se spécialiser. Il y a beaucoup de choses à faire dedans. Et c'est réellement en fait un pouce à l'innovation chez nous en fait. Parce que il faut avouer qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui franchement ont ce talent-là. Et je pense qu'il est important pour eux de valoriser ça désormais. Et prenez le rendez-vous, cette découverte est la première d'une longue série que nous vous proposons désormais dans nos éditions. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information vient de procéder au lancement de la campagne Protège, alerte, responsabilise et éduque. Objectif, sensibiliser les citoyens béninois à l'importance de la sécurité numérique. Les détails avec Génial Afouda Moussi Agboka et Bercy Bozo. Je me permets, avec l'appui de Madame la ministre du Numérique, du ministère donc, du Numérique et de la Digitalisation, de lancer officiellement cette campagne. Une campagne de sensibilisation et d'information sur les dangers de l'Internet. Paré vise à protéger, alerter, responsabiliser et éduquer les utilisateurs du cyberespace béninois. Nous avons plusieurs catégories. La première catégorie, c'est la protection de l'enfance en ligne. Nous allons aussi aborder la sécurité numérique, donc le cyberespace que nous utilisons tous les jours et ses dangers. Et pour ça, on va parler de tout ce qui est rançongiciel, de logiciels malveillants, d'hameçonnage, de mots de passe, de protection d'identité, des données personnelles, des fake news aussi, qui sont un fléau non négligeable dans notre société. Et nous allons aussi parler du coup des arnaques. Donc nos fameux amis, les gaiman, le 419, les scammers. Et pour mener à bien cette campagne, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information s'entoure de plusieurs partenaires techniques et financiers. Les statistiques récentes montrent une forte croissance de la cybercriminalité dans notre pays. La campagne de sensibilisation des utilisateurs de cyberespace et de la protection de l'enfance en ligne organisée par le gouvernement béninois à travers l'ANSSI et les partenaires ci présents, je veux nommer le MND, l'ONIDC et MTN, va certainement permettre aux citoyens béninois d'être aguerris face aux dangers que représente une mauvaise utilisation de l'Internet. Paré va durer 12 semaines sur toute l'étendue du territoire national. Et puis la sécurité routière préoccupe au plus haut niveau. Les autorités béninoises et marocaines en témoignent ce don de 1000 casques au Bénin pour limiter au maximum les cas d'accidents dans nos grandes villes. La remise symbolique a eu lieu à Abomey-Calavi. Gilles Dansou et Patrick Himavro. Un casque porté, une vie sauvée. Un casque homologué, encore beaucoup plus d'avantages. Le Royaume du Maroc renforce la sécurité sur nos routes. 1000 casques sont mis à la disposition des usagers de la route. On est là par la volonté politique de nos chefs d'État. Nous y travaillons. Depuis ma nomination ici, je ne cesse d'intensifier les relations, d'activer, de booster. Je suis très honoré aujourd'hui et très heureux de me trouver avec vous pour la distribution de ces casques. Dans le programme d'action du gouvernement 2021-2026, il est prévu une réforme majeure de professionnalisation du métier du transporteur. Et donc, les conducteurs de taxi-moto sont pour nous des transporteurs. Et pour ça,
ils doivent être professionnalisés. Ils doivent être des professionnels. Donc, ce n'est plus qu'un problème de sécurité routière, c'est un problème de métier. Le Centre national de sécurité routière apprécie à sa juste valeur cette initiative. L'objectif que nous visons n'est rien d'autre que d'enseigner les bonnes pratiques, d'expliquer aux gens que porter de casque, c'est mieux. Porter de casque homologué, c'est encore plus sûr. Nous avions ciblé les villes dont le taux de motorisation se retrouve être fort, avec à la clé des accidents que nous enregistrons tous les jours. L'objectif est de circuler en toute quiétude. Un enfant peut-il souffrir de l'insuffisance rénale? Visiblement, oui. Depuis quelque temps, une fille nommée Trésor pour la circonstance est obligée de se battre pour survivre face à ce tueur silencieux. Informée de la situation, une équipe de notre rédaction est allée à la rencontre de cet enfant et de sa mère qui a tout donné pour la guérison de sa fille. À bout de souffle, elle appelle à l'aide. Cécile Goulandon, Christelle Tongodo et Arnaud Havana. On est venu à l'hôpital et puis diagnostic, c'est insuffisance rénale chronique à stade terminal d'un seul coup. L'un des plus grands tueurs silencieux au monde, l'insuffisance rénale. Une maladie des reins qui touche les adultes, mais aussi les enfants. Cette pathologie chronique en pédiatrie est encore méconnue de beaucoup. L'insuffisance rénale est une maladie très dangereuse, une maladie mortelle qui fait dépenser assez de sous. Mais en ce qui concerne l'insuffisance rénale au niveau des enfants, c'est la première fois que j'entends ça. Pour moi, c'est une maladie qui s'attaque seulement aux personnes ayant atteint un certain âge. Trésor se bat contre ce mal depuis plusieurs mois. Pour les géniteurs de cette victime innocente de 11 ans, l'insuffisance rénale n'avait aucun signe annonciateur jusqu'à la phase terminale. Elle était enflée un peu de sucre qui était sur les yeux. Banalement, ce mal ronge dans l'ignorance totale. Malheureusement, le traitement de ce mal chez la petite Trésor est sans soutien ni prise en charge. Les parents sont à bout de souffle. Elle avait le ventre comme une femme enceinte. C'était pas joli à voir, elle était bouffée de partout, elle était gonflée, criait de douleur, n'arrivait pas à respirer. C'est comme ça qu'on a commencé la dialyse, c'était 2 fois par semaine. Avec le temps, ça n'allait pas, on est parti à 3 séances par semaine. Quand la séance vient, tu es stressé, tu es malade, tu n'arrives pas à manger. Et quand tu ne réussis pas à faire une séance, beaucoup de choses peuvent se passer. Des dépenses à n'en point finir, un véritable calvaire pour les parents. J'ai fait de mon mieux. J'ai pensé que c'est quelque chose qui allait s'arrêter pendant un petit bout de temps. On a fait 1 mois ici. On a pu supporter, mais après ça, on n'a pas pu. C'est pas facile à vivre. Souffrance physique, morale, mentale, psychologique, tristesse. Encore, pour combien de jours? Et tout comme un Trésor, plusieurs enfants subissent les affres de la maladie, de la pauvreté ou d'autres maux à Atomey dans la commune d'Aplaroué. À l'occasion de la journée de l'enfant africain, les autorités du Koufo ont marqué une pause en leur honneur. Le tandem plan international Bénin-Préfecture d'Aplaroué a réussi à passer le message, celui de la promotion des droits de l'enfant. Patrick Ayadji pour le point. Journée de l'enfant africain, journée d'un nouvel élan patriotique à Atomey, une localité d'Aplaroué qui résiste encore au respect des droits de l'enfant dans le Koufo. Le choix de cet arrondissement pour célébrer l'événement n'est donc pas anodin. Nous voulons que le CPS arrive chez nous pour aider les enfants dans les familles et à l'école. Nous voulons encore des fournitures pour l'école. Élimination des pratiques néfastes affectant les enfants, progrès sur les politiques depuis 2013, le thème de cette 32e édition de la journée de l'enfant africain a tout son sens dans le Koufo. Je vais juste mettre l'accent sur 3 choses. La responsabilité des parents par rapport aux enfants,
parce que c'est ça même qui fait que nous avons tout ce que nous avons comme conséquence. Le mariage précoce et les grossesses qui sont vraiment précoces au niveau des enfants et qui handicapent leur évolution. Je veux mettre l'accent également sur les mécanismes de signalement qui ne fonctionnent pas très bien. Aujourd'hui à Tomé, nous sommes occupés, nous sommes adressés aux enfants, à leurs parents, à tous les acteurs locaux, pour que chacun se décide, que chacun embrasse la réalisation des droits des enfants, afin que demain ils puissent mieux nous représenter, nous remplacer. A noter que Plan International Bénin et la préfecture du Koufo ont gratifié les enfants présents de kits scolaires, une manière de les aider à préparer déjà la prochaine rentrée. L'UNICEF et Social Watch Bénin décernent des prix aux meilleures communes amies des enfants et aux lauréats du concours de meilleure production sur la budgétisation sensible envers les enfants. Une récompense pour leur investissement en faveur des droits de l'enfant. Kadel Kapo et Abdoulaye Moumouni Yakoubou. Les récompenses concernent 3 catégories pour les communes. L'évaluation du plan d'action de l'initiative des communes amies des enfants, les meilleures allocations des ressources aux services sociaux et meilleure mise en œuvre des critères d'engagement. Je voudrais, chers récipiendaires du concours de production médiatique, vous adresser mes sincères félicitations pour tous les efforts que vous déployez dans le cadre de la production médiatique relative à la budgétisation sensible aux enfants. Nous sommes convaincus que la mise en œuvre d'initiatives de ce genre permettra d'améliorer de manière durable la mobilisation, l'allocation et l'utilisation des ressources au profit de la protection et de la promotion des droits de l'enfant. Je félicite particulièrement les communes et les encourage à poursuivre dans cette voie car une amitié se nourrit, s'entretient et s'enracine au fil des années et plus encore quand il s'agit d'une amitié avec les enfants. Les communes récipiendaires et les journalistes du concours de meilleure production médiatique sur la budgétisation sensible aux enfants prennent des engagements suite aux résultats obtenus dans la mise en œuvre de l'initiative. Tous, nous prenons l'engagement de faire davantage pour les enfants afin que l'année prochaine, nous soyons plus nombreuses comme commune à participer à l'IKE, à l'initiative commune Amis des enfants. Nous remercions les organisateurs et nous prenons l'engagement en tant qu'organe de presse de continuer à travailler sur les thématiques liées à la protection des enfants. 16 collectivités territoriales ont participé à l'initiative commune Amis des enfants sur les 23 de la zone d'intervention dans le Borgou, la Libori et le Zou. 14 ont reçu des récompenses au terme de cette première phase lancée en septembre 2020. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.